Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver Maurice Lemoine et on va parler de la situation au Venezuela suite à l'élection et l'investiture de Nicolás Maduro. Alors je te représente rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc tu es journaliste et écrivain. Tu as été rédacteur en chef au Monde diplomatique et tu es spécialiste de l'Amérique latine et en particulier du Venezuela. Pour rappel, donc tu as publié en 2019 Venezuela, chronique d'une déstabilisation. Et en 2023, Juanito Lavermine, roi du Venezuela, au temps des cerises. Exact. Donc on a voulu faire cet entretien suite à ton excellent article en octobre dernier sur la séquence des élections présidentielles de 2024 au Venezuela, qui est disponible sur le site Mémoire des luttes pour ceux qui souhaitent le lire. Alors Maduro a été investi le 10 janvier dernier pour son 3e mandat. Tu étais sur place pour couvrir l'événement. L'Union européenne a déclaré que le dirigeant n'avait aucune légitimité démocratique, tandis que Washington a parlé de simulacre et imposé de nouvelles sanctions à Caracas. Les élections ont eu lieu en juillet dernier et l'opposition et ses soutiens occidentaux ont déclaré qu'Edmundo González Urrutia avait remporté le plus grand nombre de voix. Alors qui a raison dans cette histoire? Est-ce que tu peux revenir sur cette séquence électorale? Alors effectivement, on est dans une situation... Je reste presque classique parce que la contestation du résultat des élections au Venezuela, elle est systématique depuis l'arrivée au pouvoir de Chavez. Systématiquement, l'opposition a contesté en disant qu'il y avait des fraudes, etc. Donc, d'une certaine manière, c'est pas nouveau. Là, en gros, si on résume ce qui se passe à l'heure où nous parlons, on a des élections au terme desquelles le Conseil national électoral annonce deux choses. La première, c'est qu'il a été victime d'une cyberattaque, et que donc il ne peut pas donner les résultats définitifs, mais que sur la base de ce qu'il a, Nicolás Maduro a gagné avec 52% des voix, je vais arrondir. Et puis on a d'autre part l'opposition qui annonce que d'après ses propres comptages, d'après un système parallèle, dont je pose la question, dans quel pays démocratique est-ce que l'opposition a son propre système de comptage parallèle? J'en connais pas, à part le Venezuela, et donc elle annonce qu'elle a gagné l'élection avec 70% des voix, qui seront ramenés à 67% un peu plus tard. Et évidemment, dans ces conditions-là, je veux dire, le citoyen honnête, il se demande qui dit la vérité. Et devant la polémique qui naît, Nicolás Maduro demande à la Cour suprême de justice d'examiner les résultats, d'examiner les procès-verbaux que chacun des candidats. Alors il n'y a pas 2 candidats dans cette élection, il y a 10 candidats, il y a un candidat de gauche, Nicolás Maduro, et puis il y a 9 candidats de droite, dont la droite radicale, Edmundo González, à laquelle tu as fait référence, mais aussi 9 autres candidats de droite, plus ou moins modérés, allant du centre jusqu'à la droite. Et donc le Conseil... La Cour suprême de justice va, après enquête, déclarer que Nicolás Maduro a gagné. Et donc va naître une polémique internationale au cours de laquelle on dit tout ça est bien gentil, mais nous n'avons pas vu les procès-verbaux, puisque le pouvoir a refusé de publier les procès-verbaux bureau de vote par bureau de vote, et donc on ne peut pas reconnaître la victoire de Maduro. Alors, à la limite, ça serait un discours recevable s'il n'y avait pas quand même quelques précédents, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez tous, vous qui nous regardez. En 2020, lorsque Biden a gagné l'élection, Donald Trump a contesté. Il a déposé une 60aine de recours qui tous ont été repoussés par les juridictions fédérales, qui ont été finalement rejetés par la Cour, c'est la Cour suprême de justice, si je me souviens bien, aux États-Unis. Et donc Biden a été déclaré vainqueur et personne n'a demandé à voir tous les procès-verbaux. Et donc, je ne peux pas vous assurer que Biden, en 2020, avait gagné contre Trump. Après tout, aucun d'entre nous n'a vu les procès-verbaux. Et puis 2022, 2 ans après, sans doute inspiré par l'exemple de Trump, Jair Bolsonaro au Brésil pose des recours en disant qu'il y a eu une fraude, que Lula n'a pas gagné l'élection. Il demande l'invalidation de 60% des résultats. Et puis il se trouve que le Conseil national électoral brésilien, la Cour suprême fédérale, décide que Lula a gagné, et que donc tout le monde accepte que Lula a gagné, et personne ne demande
au Brésil et à Lula de présenter les procès-verbaux. De sorte que, et je pourrais multiplier des exemples, avec le Pérou, le Guatemala, où il y a eu des contestations systématiques, où les instances nationales ont finalement tranché, et où à aucun moment la communauté internationale, enfin dite internationale, et l'Union européenne par exemple, ont demandé à avoir les procès-verbaux. Donc le Venezuela, d'une manière assez légitime, a dit mais attendez, on n'est pas sous tutelle, et donc il n'y a absolument aucune raison qu'on nous demande à nous ce qu'on demande à personne d'autre. Et donc, effectivement, je peux pas vous garantir que Maduro a gagné, j'ai pas vu les procès-verbaux, mais j'ai pas vu non plus ceux de Biden, de Trump, de Donc, on fait, d'une certaine manière, un faux procès au Venezuela, et surtout, la question qu'il faut se poser, c'est, attends, est-ce que c'est légitime que l'opposition ait son comptage personnel? D'autant que ces élections, elles interviennent au terme d'un accord politique qui a été signé à la Barbade. Alors, j'essaye de condenser, d'aller vite, on peut pas tout raconter, mais depuis toujours, le gouvernement vénézuélien, Nicolás Maduro, il négocie avec l'opposition, il discute. Bon. Et alors, on va dire jusqu'à 2022, les États-Unis poussaient l'opposition radicale vénézuélienne. Là encore, j'insiste bien, il n'y a pas qu'une opposition au Venezuela, il y a l'opposition radicale qui est la seule dont parlent nos médias, en oubliant la partie de l'opposition qui, elle, joue à peu près le jeu démocratique. Mais donc, les États-Unis, jusqu'à 2022, ils poussent cette opposition radicale à ne pas participer aux élections, de manière à délégitimer Nicolás Maduro. Et puis 2022, il y a un événement assez spectaculaire, si je peux appeler ça comme ça, c'est Poutine, qui rentre en Ukraine, qui envahit l'Ukraine. Et à ce moment-là, la donne change parce que tout ça, ça désarticule, ça démembre le marché pétrolier. Et donc, d'un seul coup, les États-Unis ont besoin de pétrole. Et donc, d'un seul coup, les États-Unis se souviennent qu'il y a les plus grandes réserves de pétrole qui sont au Venezuela, qui sont juste à côté. Et donc, les États-Unis décident qu'on va changer de stratégie, l'administration Biden. Et donc, ils ordonnent à l'opposition de changer. Parce qu'en réalité, l'opposition, c'est pas elle qui décide. Tout se décide à Washington. On est alors en pleine aventure de Juan Guaidó. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce président imaginaire qui s'est autoproclamé président sur une place publique. Et d'un seul coup, les États-Unis disent bon tout ça, ça a foiré, tout ça, ça n'a pas marché, tout ça, c'est instant. Donc, ils virent Guaidó, parce que Guaidó se fait virer par ses propres amis à la demande insistante des États-Unis. Guaidó disparaît. Il disparaît, il est à Miami, il joue au tennis, tout va bien pour lui. Et les États-Unis disent à l'opposition, maintenant, on va négocier avec le gouvernement qui va organiser des élections et que vous allez gagner. Bon. Donc il y a une négociation entre le gouvernement Nicolás Maduro et la droite radicale, avec comme médiateur la Norvège et avec comme pays qui accompagne, alors si je me trompe pas, il y a la Russie, il y a les Pays-Bas, il y a le Mexique, il y a la Colombie et il y a le Brésil. Bon. Et ça donne lieu à des accords, qu'on appelle les accords de la Barbade en octobre 2023. Au terme duquel il est décidé deux choses, globalement, c'est que, tout le monde va pouvoir participer à chance égale à ces élections, et deux, que les intérêts de l'État vont être préservés. Bon. Au cours de cette élection, de cet accord de la Barbade, il y a un article que je vais vous citer, deux articles que je vais vous citer qui n'ont pas été respectés. Ils n'ont pas été respectés par qui? Parce que tout le monde vous dit Maduro n'a pas respecté les accords de la Barbade. Je suis désolé, mais j'ai objection. Article 6. Dans le cadre du programme convenu dans le protocole, je raconte pas tout, comprennent la nécessité de lever les sanctions contre l'État vénézuélien. Ça n'a pas été fait. C'est-à-dire que, évidemment, là, il faudrait revenir en arrière, mais je pense que vous le savez si vous nous regardez. Le Venezuela, depuis 2015, lorsque Barack Obama a émis un décret absurde faisant du Venezuela, mars 2015, une menace exceptionnelle pour la sécurité nationale des États-Unis, ce qui n'a strictement aucun sens. Mais depuis 2015, le Venezuela est victime de plus de 900 sanctions de la part des États-Unis qui ont mis son économie à genoux. Un blocus, un véritable blocus qui a empêché le Venezuela, mais peut-être qu'on y reviendra après, de vendre son pétrole, de vendre son or, etc., etc., etc. Les sanctions auraient dû être levées au terme des accords de la Barbade, elles ne sont pas levées. Bon. Et le deuxième article que je vais vous citer, c'est l'article 3.5, promotion d'un discours public sans ingérence extérieure, alors des élections dans le respect des citoyens, de l'autorité électorale, des acteurs politiques et de la constitution et des lois du pays.
L'autorité électorale, c'est le Conseil national électoral. Il n'est pas prévu dans les accords de la Barbade que l'opposition va avoir son propre comptage. Or, il se trouve que quelques semaines avant l'élection présidentielle, après avoir signé cet accord de la Barbade, l'opposition annonce qu'elle ne reconnaîtra pas les résultats et qu'elle aura son propre système de comptage. C'est-à-dire qu'elle viole délibérément les accords de la Barbade. Et là, pour le coup, le Brésil et la Colombie, entre autres, qui sont des observateurs des accords de la Barbade, auraient dû intervenir en disant c'est pas possible. Ça peut pas se faire. De sorte que, face à ce processus un peu bizarre où une élection est jugée par une des parties, le Venezuela est mis en accusation alors qu'il n'y a absolument aucune raison de le faire et que c'est l'opposition à qui il faut poser les questions. Je précise que la Cour suprême de justice, elle a donc convoqué tous les candidats qui ont apporté les procès-verbaux en leur possession. Le seul candidat qui a refusé, alors d'abord qui ne s'est pas présenté devant la Cour suprême électorale, devant la Cour suprême de justice, pardon, c'est Edmundo González, et qui n'a pas proposé, qui n'a pas montré, qui n'a pas donné, qui n'a pas rien du tout, ses procès-verbaux. Donc le candidat d'extrême droite soutenu par les États-Unis. Voilà, et le seul qui a refusé de donner ses procès-verbaux. En revanche, il les a balancés dans la nature, et un certain nombre de mes confrères ont annoncé que sur la base des procès-verbaux d'Edmundo González, l'opposition a gagné avec 70%, 67% des voix. Ce qui n'est absolument pas prouvé. Il n'y a aucun organisme crédible qui a examiné l'intégralité des résultats proposés par l'opposition. Étant entendu par ailleurs, et je termine, ça c'est une promesse de campagne, non, étant entendu par ailleurs que, et ça c'est un point important, moi j'ai lu 10 000 fois, j'ai entendu 10 000 fois, le gouvernement Maduro prétend qu'il y a eu une cyberattaque sur le Conseil national électoral le jour de l'élection, ce que mettent en doute un certain nombre d'observateurs. Ces observateurs mentent. Parce que, pour deux raisons, la cyberattaque sur le Conseil national électoral, elle a été revendiquée. Elle a été revendiquée par un hacker, alors moi je suis pas un spécialiste dans ce domaine, mais quand même j'ai travaillé, un hacker qui s'appelle Astra, qui est très connu dans le monde de la cybersécurité, qui a en particulier il y a un paquet d'années, qui s'est introduit dans le système de Dassault, notre avionneur, auquel il a soustrait des secrets défense, machin, je sais pas quoi. Bon. Donc il est très connu, Astra. Il paraît que c'est un des 10 hackers les plus habiles du monde. Donc il a revendiqué, j'ai l'interview, je l'ai lu, elle est publique en plus, c'est pas secret. Et par ailleurs, une entreprise spécialiste en cybersécurité a confirmé ces attaques sur le CNE vénézuélien. C'est pas une entreprise russe, c'est pas une entreprise de Biélorussie, ni chinoise, ni cubaine, c'est une entreprise aux États-Unis qui s'appelle Netruth Systems, qui a publié un article, les élections vénézuéliennes vues du cyberespace, où elle confirme qu'il y a eu une attaque massive qui a paralysé et qui a finalement arrêté le système électoral vénézuélien. Donc il y a double chose. Un, on paralyse le système vénézuélien, et deux, on annonce ses propres résultats. Et trois, la communauté internationale, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union européenne et leurs satellites, déclarent que Nicolás Maduro n'a pas gagné l'élection au Venezuela. Alors tu as parlé du coup du fait que cette droite-là, elle était téléguidée par Washington, elle ne faisait rien sans l'aval de Washington. Tu es revenu sur le décret d'Obama en 2015 qui autorise les sanctions. Et on se souvient aussi de l'épisode Guaido à partir de 2019. Alors est-ce que c'est toujours un peu la même chose et est-ce que le Venezuela est bien confronté à une guerre hybride menée par les États-Unis? Alors oui, c'est une guerre. Alors c'est une guerre hybride effectivement parce que il n'y a pas eu d'invasion de Marines, mais c'est une guerre hybride dans laquelle tous les moyens sont employés, moyens diplomatiques, moyens économiques, moyens technologiques avec la cyberattaque, de manière à affaiblir le Venezuela. C'est-à-dire quel était le rôle par exemple de l'opération Guaido? L'opération Guaido, ça avait comme objectif il y avait deux objectifs. Premier objectif, à travers les sanctions, faire en sorte que l'économie vénézuélienne s'effondre, ce qui a été réussi.
puisque du fait que le Venezuela n'a peut plus vendre son pétrole, son or, plus de transactions avec l'international, plus de capacité d'acheter des aliments, des médicaments, en particulier à l'époque du Covid. Alors même que le Fonds monétaire international offrait 5 milliards de dollars à tous les pays en difficulté pour lutter contre le Covid, ça a été refusé au Venezuela, qui n'a survécu que grâce aux vaccins de Cuba et de Russie. Sinon, les Vénézuéliens, on les envoyait à la mort. Donc, deux objectifs. Faire s'effondrer l'économie de manière à ce que la population se retourne contre Maduro. Évidemment. À partir du moment où c'est un désastre économique et donc un désastre social pour l'ensemble de la population, il y a une partie de la population qui soutenait Maduro avant, qui d'un seul coup s'écarte, et puis qui éventuellement va se révolter. Bon, c'est pas la chose. Et deuxième chose, fracturer l'armée vénézuélienne, de manière à ce qu'une partie de l'armée fasse un coup d'État contre Maduro. C'est ça l'objectif. On ne l'a pas souvent dit, si on est vraiment objectif, la seule chose qui explique vraiment pourquoi Maduro n'a pas été renversé, c'est parce que l'armée est demeurée loyale. Si l'armée avait basculé, alors Maduro serait peut-être tombé, mais il y aurait eu une guerre civile, avec des milliers de morts. Bon. Donc l'objectif c'était ça. Bon. Et donc effectivement le seul objectif qui a été réussi, ça a été de démolir l'économie vénézuélienne. Avec un désastre social. Je me souviens plus quelle était la question, mais ça avait un lien avec ça. Non, mais s'il s'agit d'une guerre hybride. Oui, c'est une guerre hybride, bien sûr. Alors si j'essaie de faire un petit peu le total, qu'est-ce que c'est qu'une guerre hybride? C'est août 2018, tentative d'assassinat de Nicolas Maduro avec des drones. C'est une première, ça. Bon, c'est l'opération Guaido, un président fantoche, mais qui est reconnu par une partie. Alors. Arrêtons-nous là-dessus. Il n'est pas reconnu par la communauté internationale. Il est reconnu par une cinquantaine de pays. Il y a 184 pays, je crois, à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il est reconnu par les États-Unis, l'Union Européenne et puis les satellites. C'est tout. Les gouvernements de droite latino-américains qui sont sous l'influence directe de Washington. Mais pour le reste, la communauté internationale, ça comporte aussi la Chine, ça comporte l'Afrique du Sud, ça comporte l'Inde, ça comporte le Sri Lanka, ça comporte le Proche-Orient. Donc il faut aussi arrêter avec ce délire de la communauté internationale. Guaido n'est pas reconnu par la communauté internationale. Mais bref, sur le plan médiatique, ça permet de dire il y a un président. Bon, après il y a donc les sanctions, alors qu'on devrait appeler. Mais comme c'est long, on dit sanctions, mesures coercitives unilatérales, parce que pour imposer des sanctions, il faut avoir une autorité morale. Les États-Unis n'ont strictement aucune autorité morale pour imposer des sanctions à qui que ce soit, ni même pour s'emparer de la bande de Gaza pour construire des hôtels. Enfin, je veux dire, on rêve, on est dans un délire total, on est dans une période très particulière quand même, il faut le dire. Illégal sur le plan droit. Et je rappellerai à ceux, alors là, pas ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, mais à ceux qui aujourd'hui s'indignent des actions délirantes de Trump, que s'ils avaient défendu le Venezuela, c'était aussi la même technique, c'est-à-dire et y compris avec l'administration de Biden, parce que si j'ai rappelé le décret Obama, c'est parce que c'est pas uniquement Trump, Ça a commencé avec Obama, ça a suivi avec Trump, ça a continué avec Biden, et on va voir ce qui va se passer avec Trump 2. Bon, mais donc opération Gédéon, qui est une éruption menée par des mercenaires américains, tentative d'invasion pour arrêter ou neutraliser ou éliminer Nicolas Maduro, opération qui a été établie par un contrat signé entre le mercenaire américain Jordan Goodrow, qui vit aux États-Unis aujourd'hui, et l'équipe de Guaido, 212 millions de dollars pour arrêter ou éliminer Nicolas Maduro, qui est un contrat mafieux. Bon. Donc c'est ça la guerre hybride. Et ça passe inaperçu parce que pour le coup, quand je parle de ce contrat de 212 millions de dollars pour assassiner éventuellement Nicolas Maduro, personne n'en a entendu parler chez nous. La presse aux États-Unis l'a mentionné. CNN, le Washington Post, un certain nombre, le Miami Herald. C'est-à-dire qu'on a une presse chez nous, un ensemble médiatique qui n'arrive même pas à la cheville de la presse aux États-Unis. Quelque chose d'assez effarant. Bon. Bref, guerre hybride, oui, à laquelle le Venezuela a résisté, et y compris, et c'est la raison pour laquelle, parce que quand on discute de tout ça, à la limite,
On se dit, mais pourquoi est-ce que Maduro organise des élections dans ces conditions-là, puisqu'il arrive en position de faiblesse? Et l'objectif qui a toujours été annoncé par Nicolas Maduro, c'est on respecte la Constitution. Et dans la Constitution, on doit organiser des élections. Donc malgré les difficultés, on va organiser des élections. Et si Maduro les gagne, mais c'est aussi parce que une partie importante des Vénézuéliens, beaucoup moins qu'auparavant, c'est vrai, mais se rend compte à quel point l'opposition est une opposition extrémiste qui mène le pays à la catastrophe. Et donc cette opposition, elle a perdu toute crédibilité. Enfin, une partie de cette opposition a perdu toute crédibilité. Tu parles dans ton article aussi des déclarations de dirigeants américains qui disent clairement que leur objectif c'est de renverser Maduro. Et par ailleurs, tu t'évoques aussi le rôle de certaines ONG. Donc je sais pas si tu peux, une ONG financée par les États-Unis, tu peux développer un peu ce... Alors les déclarations, je veux dire, il y a eu les déclarations de deux des principaux protagonistes. Alors je les ai pas là, hein. En général j'ai une petite fiche pour les donner la précise, mais il y a eu Mike Pompeo qui a écrit ses mémoires. Parce qu'il d'ailleurs d'une certaine manière m'a rassuré parce que j'ai vu qu'il savait écrire. Donc Mike Pompeo, ancien patron de la CIA, puis secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères de Trump 1, qui dit très clairement notre objectif c'était de renverser Maduro. Il aurait pu partir en Suisse dans un château, on n'avait rien à foutre, mais il fallait que le Venezuela revienne à la normale. La normale, c'est sous domination des États-Unis. Ça, c'est Mike Pompeo. Puis il y a eu une déclaration de Trump à un moment où il était fâché contre Biden, donc pendant le mandat de Biden, qui dit très clairement quand j'ai quitté le pouvoir, le Venezuela était sur le point de s'effondrer. On avait tout le pétrole à portée de main. Il nous suffisait de le prendre. Et maintenant, avec Biden, tout ça, on a perdu. Parce que il faut lire que, je l'ai pas mentionné jusqu'à présent, qu'à partir de 2022, précisément pour que pousser Maduro à organiser l'élection, il y a eu un léger allègement des sanctions. Je dis bien un léger allègement puisque le gouvernement de Biden, l'administration de Biden, a permis à la multinationale Chevron et à deux autres multinationales, la Repsol, l'espagnole, et puis une petite multinationale française, Morel et je sais pas quoi, d'exploiter, de recommencer à exploiter le pétrole au Venezuela. De sorte que le Venezuela, à l'heure où nous parlons, exporte 300 000 barils de pétrole par jour aux États-Unis. Bon. Ce qui a donné un ballon d'oxygène, faut le reconnaître, au Venezuela. C'était du fait de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie. Et voilà, oui. Donc Biden a assoupli. Je précise qu'on est le 5 février. Trump est au pouvoir depuis quelques jours, il a déjà signé des dizaines et des dizaines de décrets et il n'a pas encore signé de décret pour interdire à Chevron de continuer à travailler au Venezuela. Donc pour le moment, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais effectivement, Trump avait dit, mais ça y est, on l'avait, il était mort, Venezuela allait tomber. Donc il a reproché à Biden, c'est d'avoir levé ces sanctions. Maintenant, on va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Et donc, est-ce que tu peux revenir un peu sur le rôle des différentes ONG Alors, les ONG au Venezuela? Les ONG, c'est comment dire, c'est un point faible de la compréhension de ce qui se passe en Amérique latine, et qui va peut-être, d'ailleurs, là, je vous invite à suivre les délires de Trump et de Elon Musk, parce qu'il se passe en ce moment des choses absolument extravagantes aux États-Unis, mais qui d'une certaine manière peuvent nous arranger. Quand je dis nous arranger, parce que ça confirme en fait ce qu'on dénonce nous depuis des années, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'ONG, en particulier de défense dite des droits de l'homme, mais aussi les médias, qui sont directement financés par les États-Unis à travers l'USAID, qui est l'Agence internationale pour le développement des États-Unis, et qui en ce moment est en train d'être remise en cause par l'administration de Trump. Alors évidemment, il y a un aspect scandaleux dans l'histoire, c'est qu'en fait ils veulent supprimer toute l'aide au développement. Là pour le coup, c'est évidemment une position scandaleuse, mais l'USAID est indéfendable. Parce que ça fait des années que l'USAID finance les révolutions de couleur, finance les médias d'opposition qui appellent au coup d'État, par exemple au Venezuela ou au Nicaragua, finance des ONG qui sont infiltrées, qui permettent d'infiltrer les pays. Et en ce moment, Trump, dans son délire de couper dans les dépenses, il est en train donc de couper les ailes. Là, à l'heure où nous parlons de l'USAID, mais y compris on est en train de révéler des scandales. Et depuis quelques jours, et confirmer ce que nous on dénonce depuis longtemps, c'est-à-dire que l'opposition vénézuélienne de Juan Guaido a reçu des centaines de millions de dollars pour
théoriquement apporter de l'aide humanitaire au Venezuela pour ramener la démocratie au Venezuela, et que tout ce fric a été détourné par des gens qui sont finalement des gangsters. Bon. Et alors, évidemment, le paradoxe, c'est que c'est l'équipe de Trump qui est en train de nous révéler tout ça. Mais là, je vous invite à suivre cette affaire parce qu'on va, je veux dire, en ce qui me concerne, mais je suis pas tout seul, on est souvent quasiment accusé de complotisme quand on dénonce le rôle des ONG, quand on dénonce il suffit de voir la panique aujourd'hui, par exemple, dans tous les médias indépendants en Ukraine, dans tous les médias indépendants en Géorgie, dans tous les médias indépendants au Nicaragua, dans tous les médias indépendants au Venezuela, qui sont tous paniqués à l'idée que l'aide des États-Unis est en train de s'arrêter parce que Trump a décidé que l'USAID ne devait plus fonctionner. C'est évidemment un épisode extravagant, mais qui va peut-être révéler un certain nombre de choses. Alors quelle est la logique de Trump? J'en sais rien. Hein. Là, pour le coup, on se pose tous la question, mais qu'est-ce qui lui prend? Parce qu'il est en train de... je veux dire, c'était lorsqu'il était dans son premier mandat, l'USAID a aidé Guaido. Il se trouve peut-être qu'il a été déçu par Guaido qui a raté son opération, qu'il considère que l'opposition vénézuélienne finalement n'est pas sérieuse, puisqu'elle lui avait promis à l'époque, pendant son premier mandat, que l'armée allait se retourner contre Maduro. L'armée s'est pas retournée contre Maduro, que la population allait se soulever contre Maduro. La population s'est pas soulevée contre Maduro, et donc Trump, dans la logique de Trump, il dit bon, tout ça, ces gens-là, c'est des incapables. Hein. Et donc il est en train de, j'allais dire, de balancer tout, et on va découvrir des choses extravagantes et tout à fait réelles. Alors, on a parlé des sanctions américaines contre le Venezuela. Est-ce que tu peux revenir sur les effets concrets de ces sanctions, et notamment sur les conséquences économiques et sociales pour les Vénézuéliens? Les conséquences économiques, en gros, si on prend les chiffres, donc le Venezuela, c'est un pays pétrolier. Mais c'est aussi un pays qui possède de l'or, qui possède du coltan, qui possède un certain nombre... C'est un pays d'une richesse extraordinaire, hein, le Venezuela. C'est pas que difficile de comprendre que si d'un seul coup il y a un blocus et que le Venezuela ne peut plus vendre son pétrole, je veux dire, l'économie, elle s'effondre. Deux, il y a la spoliation de tous les biens du Venezuela à l'extérieur. Par exemple, Chavez avait commencé à rapatrier l'or vénézuélien qui était dans des banques européennes. Alors pourquoi est-ce que des pays comme le Venezuela mettent leur or dans des banques européennes? J'en sais rien, ça me paraît bizarre. Mais tout ça, c'est un héritage, hein, ça vient de loin. Chavez avait commencé à rapatrier, mais il reste de l'or, par exemple, à la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre a gelé, congelé, piqué, volé 1,2 milliard de dollars d'or vénézuélien, que le Venezuela ne peut pas rapatrier. Le Venezuela avait a aux États-Unis une filiale de la compagnie pétrolière nationale PDVSA, qui s'appelle Citgo, qui possède 3 grandes raffineries, 4000 stations-service, qui approvisionnent tout le sud des États-Unis. Ça a été confisqué par les États-Unis. C'est l'équivalent en gros, en actifs d'entre 8 et 11 milliards de dollars. Bon. Et donc, le Venezuela s'est vu spolier de tous ses biens à l'extérieur. Aussi bien par les États-Unis que par des pays membres de l'Union européenne, le Portugal, la Grande-Bretagne, etc. Et donc, effectivement, l'économie s'est rétractée. Quelles sont les conséquences? Alors bien souvent, on n'a pas compris. La production du pétrole s'est effondrée par exemple au Venezuela. Et donc tout le monde a dit, ouais, l'incurie de Maduro, c'est pas possible. Non, c'est pas ça. Toute l'industrie pétrolière vénézuélienne, depuis la fin du 19e siècle, repose sur de la technologie américaine, états-unienne, venant des États-Unis. Le jour où il y a un blocus organisé par les États-Unis, il n'y a plus de pièces de rechange, il n'y a plus de matériel, il n'est plus possible d'entretenir les raffineries. Et donc, effectivement, les raffineries se sont délabrées, les raffineries sont tombées en mauvais état, et si aujourd'hui, elles recommencent à produire, elles sont en train de reprendre du terrain, c'est grâce à une alliance avec un pays qui s'appelle l'Iran. Ça explique aussi, sur le plan international, comment se reconfigurent les alliances. Pourquoi l'Iran? Parce que l'Iran a été confronté avant le Venezuela au même phénomène. Sanctions américaines, technologie du pétrole états-unienne, et donc les Iraniens ont appris à entretenir leur raffinerie tout seuls, à les réparer tout seuls, avec du matériel qu'ils ont conçu tout seuls. Et donc ce sont eux qui ont aidé les Vénézuéliens à remettre en état les raffineries. Mais pendant toute une période, ça a été un effondrement total. Qui dit effondrement de l'économie, dit coupe extrêmement dure dans les programmes sociaux.
C'est-à-dire, il y avait des programmes sociaux extrêmement performants à l'époque de Chavez, jusqu'en 2013, et puis d'un seul coup, tout s'effondre. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de fric. Et donc, les programmes sociaux, je veux dire, sont directement affectés, y compris, je veux dire, on est en train, le gouvernement est obligé de mettre en place les comités locaux d'approvisionnement et de production, c'est-à-dire de donner à la partie la plus pauvre de la population un minimum vital pour pouvoir survivre. Bon. Mais dans ces conditions, il y a évidemment une partie importante de la population qui se détourne de Maduro. Alors qui dit on en a marre, on n'en peut plus, il faut arrêter ça, donc tant que Maduro sera là, ça. Et donc effectivement, il y a une perte de poids. Par exemple, j'ai lu, je sais pas où, j'ai entendu, je sais pas où, il n'y a plus des manifestations aussi importantes qu'à l'époque de Chavez. Ben oui, c'est vrai. Il y a encore des manifestations importantes pour appuyer Maduro, mais c'est plus des marées humaines. Parce que, je veux dire, la population, elle a été directement touchée par la crise économique, et qu'il y a une partie qui s'est détournée. Alors, soit qui ne vote pas, soit qui vote pour l'opposition, mais c'est vrai, et c'était fait pour ça. C'est fait pour ça, je veux dire, l'effondrement économique du pays. C'est ce qui se passe depuis 60 ans avec Cuba. Et ça n'a pas marché non plus parce qu'il y a un noyau dur de la population qui tient le coup, et parce que aussi depuis maintenant on va dire 3 ans la situation au Venezuela est en train de s'améliorer, la situation économique, avec des aspects alors tout à fait intéressants. Là, évidemment on peut pas développer à l'infini, mais pendant très longtemps on a reproché au Venezuela de Chavez, y compris de Chavez, qui était un héritage, c'est que l'argent du pétrole étant le cœur de l'économie du pays, le pays, par exemple, importait toute son alimentation. C'est-à-dire que les paysans s'étaient détournés de la terre pour venir dans les barrios, dans les quartiers des grandes villes, pour bénéficier des miettes du pétrole. Et donc, le Venezuela achetait sa nourriture à l'extérieur. Et il y avait 80% de l'alimentation du Venezuela était importée. Blocus. Et d'un seul coup, il n'y a plus rien à bouffer. Et donc effectivement, les photos qu'on a vues dans les années 2016-2017 avec les queues à la cubaine, voilà. Et le Venezuela s'est transformé. C'est-à-dire que cette agression des États-Unis a permis de faire comprendre au Venezuela qu'il fallait mettre en application un vieux principe qui était déjà, que Chavez avait rappelé, il faut semer le pétrole. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de la dépendance uniquement au pétrole. Et donc, par exemple, aujourd'hui, alors je ne garantis pas que le chiffre, je le garantis pas à 100%, mais aujourd'hui, le Venezuela produit 80% de son alimentation. C'est-à-dire qu'il y a un début de transformation de l'économie vénézuélienne qui lui permet de sortir de la crise. Deuxième point essentiel, éventuellement qui se retourne contre Maduro lorsqu'il est attaqué par des secteurs de la gauche, ou de ce qu'on appelle la gauche, c'est que la bourgeoisie nationale, elle est aussi affectée par les sanctions. C'est-à-dire, elle en prend plein la tronche, tout s'effondre. Bon. Et donc, il y a en ce moment une alliance, de fait, entre le gouvernement de Maduro et une partie de la bourgeoisie nationale pour remettre le pays sur pied. Et donc, effectivement, il y a une reprise actuellement. Et il faut dire qu'il y a évidemment une transformation du panorama géopolitique mondial, c'est que le Venezuela n'est pas seul. Il n'est pas seul dans la mesure où il y a un certain nombre de pays qui remettent en cause l'hégémonie des États-Unis. Alors c'est la Turquie, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est un certain nombre de pays, y compris les pays les plus inattendus, l'Arabie Saoudite qui vient de rejoindre les BRICS. Et que donc alors les sanctions aujourd'hui là, elles compliquent la vie du Venezuela, mais elles ne le mettent plus à genoux comme elles ont pu le mettre il y a 10 ans. Les choses ont changé relativement vite. Et alors, dans ce contexte, comment le Venezuela résiste? Donc, tu en as un peu parlé, mais j'aimerais peut-être que tu reviennes plus particulièrement sur le fonctionnement des communes qui existent au Venezuela et comment la population s'organise au niveau local. Le mouvement populaire, oui. Il y a deux éléments en fait. Alors j'ai parlé de l'armée. Il faut dire les choses franchement. Si l'armée s'était retournée contre Maduro, Maduro serait tombé, il y aurait une guerre civile. Alors pour ça, pour le coup, les deux vont ensemble. Tout le monde en est conscient. Par exemple, il y a eu un moment, premier mandat de Trump, toutes les options étaient sur la table, disait Trump, et y compris l'option militaire. Et ce sont les militaires aux États-Unis, ce sont les militaires en Colombie, et ce sont les militaires au Brésil qui ont mis en garde les gouvernements donc de Trump, de Ivan Duque en Colombie et de Bolsonaro au Brésil en disant non, on n'y va pas parce que ça va être une conflagration régionale et ça va être la galère.
hein, pour parler simplement. Alors c'est troublant, mais en l'occurrence dans ce cas-là, les militaires ont été beaucoup plus raisonnables que les civils. Parce que le président colombien Ivan Duque d'extrême droite, il était prêt à y aller. Le Bolsonaro, il était prêt à y aller. Trump hésitait à l'époque. Hein, et c'est les militaires qui ont dit non. Bon. Donc, à la fois l'armée vénézuélienne et le mouvement populaire. Qu'est-ce que c'est que le mouvement populaire au Venezuela? Et ça, ceux qui passent leur temps à critiquer Maduro et à mettre en doute sa victoire ne comprennent pas. Et pour le coup, il faut aller sur place pour voir. Par exemple, les manifestations que j'ai pu voir donc au moment de l'élection présidentielle en juillet et l'investiture de Maduro là le 10 janvier, donc j'étais là-bas, vous avez dans les marches, vous avez la milice bolivarienne. Alors la milice bolivarienne, évidemment milice pour nous, c'est l'horreur. Hein, quand on pense à milice, on est toujours complètement eurocentré. Hein, donc c'est des sinistres milices qui ont collaboré avec les nazis. Mais c'est pas ça la milice au Venezuela. La milice, c'est lié à l'histoire du Venezuela. Bolivar faisait partie d'une milice. Bon. Donc c'est l'histoire vénézuélienne. Mais qu'est-ce que c'est que la milice bolivarienne? Alors j'ai pas le chiffre exact. J'arrive pas à l'avoir d'ailleurs. Hein, mais c'est au minimum 2 millions. Parfois, le gouvernement de Maduro dit 5 millions. J'ai un petit doute. C'est 2 millions de citoyens comme vous et moi, qui vont de 20 à 70 ans, qui s'entraînent régulièrement avec l'armée vénézuélienne pour défendre la patrie. Mais c'est pas des gars, c'est pas des fous furieux, hein. Si vous allez sur le site de Mémoire des Luttes, vous verrez sur le dernier article que j'ai publié, je fais pas de l'autopromotion, mais il y a des photos des miliciens, vous allez voir, c'est des gens comme vous. C'est pas des barges, c'est pas des malades mentaux. C'est des gens qui ont décidé qu'ils défendraient la patrie si jamais elle est agressée. Bon. Et donc ils sont directement en lien avec l'armée. Vous avez des papis de 70 ans qui arrivent en disant je veux être parachutiste. Bon, alors ça fait rigoler. Mais souvenez-vous, il y a quand même eu beaucoup de débats sur mais pourquoi est-ce que Salvador Allende il a pas armé les cordons industriels? Pourquoi est-ce que au Guatemala en 54 Arbenz, qui a été renversé par une colonne mercenaire financée par la CIA, n'a pas distribué des armes au peuple? Au Venezuela, la milice bolivarienne, c'est ça. C'est si jamais on est agressé, on se défend. Alors là, je reprends les termes de Chavez. On est une démocratie pacifique, mais pas désarmée. Donc il y a ça. Bon, ça c'est symbolique. Hein. Bon, mais après, il y a effectivement le phénomène des communes. Alors, le phénomène des communes, c'est la démocratie participative et protagonique que prônait Chavez. Alors, protagonique. En général, on n'a pas pigé ce que ça voulait dire, c'est un peu barbare comme terme. Bon, démocratie participative, on a ça chez nous. Hein, je veux dire, Macron, il organise grand machin, on consulte la population. Donc c'est démocratie participative, et puis après on fout ça dans un casier, plus personne n'en entend parler. Bon. Protagonique, ça veut dire que là, les Vénézuéliens sont protagonistes de l'affaire. Alors, ça a commencé avec Chavez, il arrive au pouvoir, et il y a une espèce de bouillonnement d'organisation avec les cercles bolivariens, les comités des terres urbaines, les centres de santé qui se met en place, dans lequel la population est directement impliquée. Par exemple, si je prends le cas des comités des terres urbaines, c'était vraiment très intéressant. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui se passait au Venezuela quand Chavez arrive au pouvoir? Alors vous avez tous vu des photos, les barrios, les quartiers populaires sur les collines autour de Caracas, avec, alors c'est pas du bidonville, mais c'est du bidonville amélioré. Vous avez là, c'est une population qui est arrivée des campagnes, qui a fui les campagnes parce qu'il y a les grands propriétaires qui occupaient la terre, parce que dans les villes il y a l'argent du pétrole, et qui donc sont arrivés sur un coin de colline, ont installé leur baraque en bois, et puis après ils ont mis quelques briques, et puis après ils ont construit un peu plus en dur, et puis et puis des tôles, et puis tana, mais aucun n'était propriétaire. Bon, et donc tous risquaient à n'importe quel moment de venir d'être délogés par quelqu'un arrivant en disant mais ça ce terrain il est à moi. Bon. Et donc Chavez arrive et il dit on va mettre en place les comités des terres urbaines. C'est-à-dire vous allez avoir des titres de propriété. Mais c'est pas cadeau. C'est pas du populisme. C'est pas du clientélisme. Chavez dit on va vous envoyer des techniciens qui vont vous apprendre à cadastrer le quartier. Vous allez cadastrer le quartier et c'est seulement quand vous aurez fait ça que vous aurez un titre de propriété. C'est-à-dire que là, pour le coup, voilà, la démocratie protagonique. C'est-à-dire vous vous impliquez dans le processus. On a une population qui est complètement impliquée. Donc il y a cette première étape. Bon. Et donc les gens ont un titre de propriété, ils ne peuvent plus être virés.
Depuis, ça c'est depuis 99, 2000, 2001, 2002. Bon. Et puis il y a un moment, tout ça c'est un peu brouillon, c'est une recherche permanente, et ça prend forme. Chavez lance l'idée des conseils communaux. Et donc c'est les mêmes qui vont, alors ça va être, c'est dans les quartiers, les gens s'organisent, on fait un conseil communal d'ici, on est à Bobigny, non on n'est pas à Bobigny, on est à Bagnolet, pardon, on est à Bagnolet, dans le quartier on crée un conseil communal qui va nous permettre de voir quels sont les besoins prioritaires du quartier et on fait remonter aux autorités. Hein, ça c'est le conseil communal dans une première étape. Donc les gens s'organisent et puis effectivement, je veux dire là, l'école ça va pas, là on voudrait et on fait remonter aux autorités qui interviennent ou qui n'interviennent pas en fonction des événements. Et très vite, il y a une limite à ça, c'est que tu peux avoir plusieurs conseils communaux qui ont la même université ou qui ont le même hôpital. Et donc l'idée c'est il faut regrouper des conseils communaux pour faire les communes. Et donc, 2006, il y a eu la loi des conseils communaux. Et 2010, il y a les communes. Et en fait, la grosse différence entre les cercles bolivariens du départ, etc., qui faisaient remonter aux autorités, c'est que là, je veux dire, l'autogouvernement populaire, parce que c'est de ça dont il s'agit, examine les besoins et peut demander des subventions de l'État pour mettre en œuvre les projets qui ont été déterminés par la communauté. Bon. Et donc là, il y a un lien direct entre l'État et ses autogouvernements populaires qui permettent de financer des projets qui sont décidés par la population. Et ça s'est développé. Il y a eu un gros coup d'arrêt avec les sanctions. Hein, la situation économique a fait que le gouvernement ne pouvait plus financer des projets. Et là, avec la reprise, on est en ce moment dans un processus qui est particulièrement intéressant, puisque le gouvernement de Maduro a décidé qu'il y aurait 4 consultations par an, dans lesquelles on demande aux communes de voter sur quel est le projet prioritaire. Et ce projet prioritaire, il est immédiatement financé par l'État, et il est mis en œuvre par la population. Hein, c'est-à-dire que par exemple, moi je suis allé dans l'état de Lara, dans une commune qui avait obtenu un financement pour construire un petit centre de santé. Et donc c'est la population qui alors a reçu l'argent avec un contrôle, là pour le coup, un contrôle effectif et sérieux pour éviter la corruption. Je précise parce que la corruption demeure un problème important au Venezuela. Hein, là, il y a vraiment des barrières. Et c'est la population. Alors, suivant les cas, soit qui avec le financement met en œuvre le projet avec des bénévoles, ou avec une partie de la population qui est payée. Ça dépend. Mais il y a une vraie démocratie participative. Or, ces communes, aujourd'hui, il y a 49 000 conseils communaux et plus de 4500 communes. C'est-à-dire qu'il y a une expérience au Venezuela à laquelle, moi ça me stupéfait, la gauche ici chez nous ne s'intéresse pas, qui est une expérience novatrice. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne partout d'une manière extraordinaire, il y a des échecs, il y a des communes qui stagnent, et la nouvelle étape qui est en train de se mettre en place, c'est que non seulement ces communes permettent à ces autogouvernements populaires d'ici de construire un trottoir, ici de remettre en état une école, ici un centre de santé, mais sont en train de mettre en œuvre des projets productifs. C'est-à-dire que j'ai visité la commune Che Guevara, par exemple, c'est très symbolique, Che Guevara, hein, dans l'état de Mérida, au pied des Andes, une commune qui a monté une coopérative de café, qui a monté une chocolaterie, dans une région où il y a du cacao, du café, de la canne à sucre. Dans cette commune, il y a 16 conseils communaux, c'est 1600 familles. Et avec les bénéfices financiers que font l'entreprise de café et la chocolaterie, je veux dire, finance les familles les plus... Enfin, il y a tout un processus absolument passionnant qui mériterait d'être examiné de plus près. Mais tout ça, ça veut dire que ça constitue une base sociale. À travers ces communes, il y a un maillage du territoire. Les conseils communaux, par exemple, là en ce moment, on est le 5 février, hein, le jour où on enregistre cet entretien, et donc le 2 février, donc il y a 3 jours, il y a eu une des consultations dans laquelle les conseils communaux, les communes, ont défini quel était leur projet. Mais ça veut dire que c'est pas uniquement les chavistes qui votent, c'est l'ensemble de la population.
Et autant il y a évidemment une opposition au Venezuela, mais lorsqu'un conseil communal reçoit de l'argent et remet en état une école, remet en état un centre de santé, remet en état une rue, remet en état un trottoir, c'est toute la population qui en profite. Et donc, d'une certaine manière, ça explique aussi la raison pour laquelle, au-delà du noyau dur qui soutient Maduro, il y a une partie de la population qui, sans être chaviste, considère que finalement, ce qui est en train de se passer est plutôt positif pour elle. Alors malgré tout, on constate que le soutien à Maduro s'effrite. Ouais. En tout cas, aux dernières élections, il a été élu avec à peu près 52%, ce qui est moins qu'avant et ce qui n'est pas une grande majorité. Alors, tu as parlé notamment du rôle des sanctions qui expliquent en partie cela. Mais aussi, tu as aussi des critiques vis-à-vis du gouvernement de Maduro, notamment, tu en parlais sur la question des problèmes de corruption. Mais il y a aussi des problèmes de bureaucratisme, d'inefficacité. Donc, est-ce que tu peux un peu nous parler des problèmes qui se posent aussi? Alors, là encore, bon, il paraît évident que je suis en train de défendre le Vénézuélien, ce qui est vrai. Mais je le défends pour une question de principe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison pour que ce pays soit agressé comme il est agressé. Première chose. Deuxième chose, c'est pas une dictature. Moi, je veux dire, j'ai combattu les dictatures pendant toute ma vie, c'est pas à 80 balais, je vais me mettre à défendre une dictature. Là, je reprends une citation de De Gaulle. Je suis pas De Gaulle, mais bon, ça n'a aucun sens. Alors après, il y a tout. Il y a l'usure du pouvoir. Ça fait quand même depuis 99 que le chavisme est au pouvoir. Donc il y a l'usure de pouvoir, il y a les sanctions qui ont été absolument terribles, il y a les erreurs que peut faire le gouvernement, il y a les dysfonctionnements liés à la bureaucratie, mais les communes, c'est pour répondre à ça. Je veux dire, Chavez, un peu avant sa mort, s'était mis en colère, parce que il faut bien comprendre que les communes, par exemple, d'une certaine manière, elles entrent en compétition avec les autorités classiques, avec le maire, avec le gouverneur. Donc il y a un certain nombre alors ça ne veut pas dire que le maire ou le gouverneur disparaissent. Par exemple, lorsque une commune obtient un financement pour réparer un trottoir, je veux dire, la mairie, elle a toujours comme rôle les infrastructures, les autoroutes, la sécurité, l'état civil, c'est-à-dire ça remplace pas. Mais on autogouverne au plus près. Mais dans tout ça, je veux dire, c'est pas une démocratie parfaite. Donc, et compte tenu des difficultés, effectivement, le chavisme a perdu du poids. Je veux dire, ce serait absurde de dire ça. Puis il y a quand même, alors on sait pas, c'est le chiffre le plus communément admis, c'est 7 millions de Vénézuéliens qui sont partis à cause de la crise économique. Donc, je veux dire, quand vous habitez au Venezuela, que vous n'êtes pas un chaviste forcené, que vous avez votre cousin, votre frère, machin, qui sont partis, tout ça, ça crée un malaise. Et donc, effectivement, le chavisme, il a perdu de la force, il a perdu du poids. Mais c'est la force la plus organisée au Venezuela. Je veux dire, le PSUV, le Parti Socialiste du Venezuela, c'est 4 millions de militants qui ont décidé que Nicolás Maduro allait se présenter à la présidentielle. C'est pas Maduro qui a décidé tout seul, je me représente. Qui sont en train de préparer les élections législatives et des gouverneurs. Quand je dis que c'est pas une dictature, il y a 4 gouverneurs d'opposition actuellement au Venezuela. Il y a un peu plus de 300 municipalités, il y a 100 municipalités qui sont gouvernées par l'opposition. Il y a une partie de l'opposition qui va se présenter aux prochaines législatives. Il y a des députés d'opposition. Il y a des médias de droite, il y a des médias aussi. Non, bien sûr, alors les médias traditionnels, là pour le coup, faut être honnête, ils ont quasiment disparu. On trouve plus de journaux dans les rues de Caracas. Il y en avait il y a 15 ans, il y en a plus. Par contre, on les trouve sur le net. Bon, financés par les États-Unis. on revient à notre point de départ. Mais il y a eu une guerre avec les médias. Il y a eu une guerre. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une guerre avec les médias? C'est pas parce qu'il y avait des médias d'opposition. C'est parce qu'il y avait au Venezuela des médias qui appelaient au coup d'État. C'est pas la même chose. Je veux dire, ici, on peut avoir des médias d'opposition à Macron. Pas beaucoup, enfin ça commence un peu là, ils sont un peu fâchés avec Macron ces derniers temps, mais enfin ils sont fâchés parce qu'il a fait une connerie, mais bon, mais je veux dire, il n'y a aucun média chez nous qui appelle au coup d'État contre Macron. Bon, si n'importe quel média appelait au coup d'État contre Macron, je suis sûr qu'il y aurait des sanctions. Au Venezuela, il y a eu des sanctions. Bon. Et elles sont, et je parle en tant que journaliste, moi je suis attaché à la liberté d'expression. Mais je suis aussi attaché au droit d'être informé des citoyens. Et je vois pas au nom de quoi on peut défendre des médias qui appellent au coup d'État. Moi, je les ai vus, En 2002, j'étais là-bas au moment du coup d'État contre Chavez. C'est le premier coup médiatique qui a eu lieu.
J'ai vu la télévision la veille du coup d'État le 11 avril 2002 appeler la manifestation pour renverser Hugo Chavez. Derrière, il y a eu des sanctions. Bon, hein, voilà, c'est tout. Donc là, c'est pareil, j'ai déjà perdu la question. Non, la question c'était sur la corruption notamment. Ah ben la corruption, oui, oui, ça c'est un des échecs de la révolution bolivarienne, alors y compris à l'époque de Chavez. Là, si je prends ce qui se passe ces derniers temps, il y a maintenant, alors on est en février 2025, on va dire qu'il y a un an, a été arrêté le ministre du pétrole, président de PDVSA, donc la compagnie pétrolière nationale, qui a détourné des centaines de millions, on ne sait pas combien de dollars, et c'est le 4e ministre du pétrole qui tombe pour corruption. Donc là, il y a un problème de contrôle interne qui n'a pas été résolu. C'est clair. Et ça, c'est le fait de dire que même avant Chavez ça existait, c'est pas une excuse non plus. Hein. Donc mais ça, par rapport à la question précédente, pourquoi est-ce qu'une partie de la population il y a eu des affections? Ben il y a ça aussi. Hein. C'est-à-dire lorsqu'une population qui vit dans des conditions extrêmement difficiles, hein, du fait de la crise, alors qui certes est provoquée par les États-Unis, mais vit dans des conditions difficiles et découvre que le ministre du pétrole a mis des centaines de millions de dollars de côté, évidemment, ça fait perdre. Là, le pouvoir est mis en cause. Et en même temps, tu montres que même ces personnes qui se sont livrées à de la très grande corruption et qui étaient très haut placées au sein du PSUV ont été arrêtés par Maduro. Soit ils ont été arrêtés, soit ils sont tranquillement à l'abri en Italie, aux États-Unis. Ils ont fui. Où ils ont fui. Hein. Mais effectivement, alors là où la question que tu soulèves est intéressante, c'est qu'on reproche donc légitimement, lorsque c'est le cas, au gouvernement vénézuélien de ne pas lutter contre la corruption, et lorsqu'il lutte contre la corruption et arrête des corrompus, ça devient des prisonniers politiques, ça devient des règlements de compte internes, ça devient Maduro fait une purge au sein du gouvernement, c'est-à-dire que qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais ou qu'il soit bon, de toute façon on critique et tout est bon pour critiquer Maduro. Sur l'élection de Trump là qui vient d'avoir lieu, est-ce que ça pourrait changer quelque chose vis-à-vis du Venezuela? Alors d'abord, j'ai pas vu les procès-verbaux. Donc non, mais bon, on suppose qu'il a eu la majorité. Non, mais attendez, non mais c'est quand même bon. Alors oui. Biden il n'a pas contesté, Kamala Harris n'a pas contesté. Donc ok, il n'y a rien à dire. Bon, en tout cas, Trump est au pouvoir et qu'est-ce que ça pourrait changer parce qu'il avait été très agressif pendant son premier mandat. On n'en sait rien. Venezuela. Alors ça, on n'en sait rien. Là, à l'heure où on parle, hein, peut-être que ça sera différent demain. Donc entre le moment où on enregistre et puis le moment où vous allez voir cet entretien, peut-être que ça aura changé. Donc prenez ce que je vais dire on va mettre ça entre parenthèses. Hein, on sait pas. Évidemment. Lorsqu'est arrivée la campagne, alors il faut préciser, on va quand même préciser, que l'administration de Biden a été aussi dure avec le Venezuela qu'avait été Trump, le premier mandat de Trump. Hein mais quand on parle de l'impérialisme, il y a l'impérialisme soft, qui est les démocrates, et puis il y a l'impérialisme rude, qui est celui de Trump, mais c'est toujours l'impérialisme. Hein. C'est le style qui change. C'est le style qui change, mais le fond du problème, c'est le même. Première chose. Parce que c'est quand même ahurissant qu'il ait fallu attendre quasiment le dernier jour du mandat de Biden pour qu'il enlève Cuba de la liste des pays favorisant le terrorisme, pour que Trump, d'ailleurs, le remette 3 jours après. C'est une hypocrisie insensée. Biden, il pouvait faire ça il y a 4 ans. Donc, faut pas nous raconter de salade. Hein, c'était juste pour ennuyer Trump. Alors, Trump, premier mandat, toutes les options sont sur la table avec le Venezuela. Là, il arrive au pouvoir. Il y a un premier point, c'est que à la fin de son premier mandat, il était extrêmement déçu par l'opposition vénézuélienne. Il était déçu pour 2 raisons. La première, c'est qu'il lui a raconté des salades. Parce qu'il lui avait raconté, alors Guaido, l'opération Guaido, il lui avait raconté que l'armée allait se diviser, renverser Maduro. Il lui avait raconté que 90% de la population était anti-Maduro et que donc elle allait se révolter par pas. Et finalement, Trump, il s'est embarqué dans cette histoire. Et puis au bout du compte, il s'est rien passé parce que l'opposition radicale, là encore, j'insiste, finalement, elle n'a pas fait tomber Maduro. Elle n'a pas fait tomber le... Voilà, ça, c'est vraiment un travers de journaliste. Elle n'a pas fait tomber Maduro, elle n'a pas fait tomber le chaviste.
le chavisme. Elle n'a pas fait tomber les communes, elle n'a pas fait tomber les conseils communaux, elle n'a pas fait tomber la partie de la population la plus humble qui est derrière Maduro. C'est un peuple, hein, alors on appelle ça El Pueblo. Ça ne veut pas dire que l'opposition fait pas partie d'El Pueblo, fait pas partie du peuple. Mais c'est un peuple qui a aussi sa dignité. Il y a une partie qui résiste parce qu'ils ne supportent pas qu'on veuille leur imposer de l'extérieur. Pas forcément parce qu'ils sont d'accord à 100% avec Maduro. Il y a des gens qui ont de la dignité. Hein, tout le monde n'est pas aligné comme chez nous sur les États-Unis. Bon. Donc voilà. Donc il a été déçu par l'opposition vénézuélienne qui finalement n'a réussi rien. Là, on arrive avec donc l'opposition actuelle, avec Edmundo González qui prétend avoir gagné l'élection, María Corina Machado qui est l'ultra droite, qui est derrière tout ça, qui est supposée être la leader de l'opposition vénézuélienne, alors qu'elle est très contestée à l'intérieur là-bas. Et manifestement, il n'a pas envie de s'embarquer dans une histoire aussi folle. Je précise d'ailleurs que le Parlement européen a reconnu Edmundo González, mais que les gouvernements des pays européens, pour le moment, je veux dire, attendent. Hein. Alors ils attendent ce que vont faire les États-Unis, comme d'habitude. Alors là, comme c'est Trump et qu'il est un peu compliqué en ce moment, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais bref, que vient-il de se passer? Quelque chose qui, d'une certaine manière, dément tous les pronostics. Moi, on m'aurait posé la question il y a 6 mois ou il y a 3 mois. J'aurais dit, Trump, il va arriver et ça va être pression maximum. Et c'est pas ça qui se passe. Alors, il a nommé comme secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, qui est un ultra contre Cuba, le Nicaragua, Venezuela, Donc on se dit, oh là là, ça va mal se finir. Il a comme conseiller à la sécurité nationale un dur de dur. Il a comme conseiller sur l'Amérique latine Mauricio Claver Carone, qui est un dur de dur de la droite radicale, de la droite dure contre le vent. Et puis, il y a 3 jours, il envoie aux États-Unis un émissaire qui s'appelle Richard Grenell, qui est chargé des zones chaudes, c'est-à-dire la Corée du Nord et le Venezuela. Et Richard Grenell va à Caracas, et à la demande de Washington, Nicolas Maduro reçoit l'envoyé des États-Unis. C'est-à-dire que c'est une reconnaissance, même si c'est pas dit, c'est une reconnaissance de Maduro. Et donc ils sont en train de négocier. Là, Trump, il a une obsession, c'est l'immigration. Et donc il demande au Venezuela d'accueillir les migrants qui vont être virés des États-Unis. Et Maduro dit, on va les accueillir. De toute façon, ils vont pas les envoyer à Guantanamo. Ça commence à Guantanamo. Ils ont commencé à envoyer les États-Unis des premiers migrants à Guantanamo. Donc Maduro dit ok. Et Maduro dit, moi avec les États-Unis, je voudrais agenda zéro. On discute. Et donc, il y a en ce moment un vent de panique au sein de l'opposition vénézuélienne. On n'est pas aussi sûr que Trump va recommencer la guerre aussi durement contre le Venezuela. On ne sait pas. Moi, je suis incapable de répondre aujourd'hui. Simplement, ce que je vois, c'est la panique, elle n'est pas chez Maduro, elle est dans l'opposition. Ils sont complètement paniqués en ce moment parce que Trump n'a pas le réflexe classique de dire « on va faire tomber Maduro ». Donc on en est là. On attend. Alors ça n'empêche pas Trump d'être dans un délire absolu, hein, quand il veut prendre Gaza et construire des hôtels, quand il veut reprendre le canal de Panama, quand il veut occuper le Groenland. Je signale au passage que le Groenland vient de faire passer fait passer une loi en ce moment pour contrôler les ONG financées de l'extérieur. Précisément pour éviter que les États-Unis s'ingèrent dans les prochaines élections. Bon. Et ça c'est très intéressant parce que c'est une loi similaire à celle qui a cours au Nicaragua, qui a été critiquée en disant c'est la dictature, le Nicaragua empêche les ONG, c'est la même loi qu'il y a au Venezuela, où on accuse le Venezuela de vouloir contrôler les ONG, et donc en fait de museler la entre guillemets société civile. Comme si ceux qui votent Maduro n'appartenaient pas à la société civile, entre parenthèses. Peut-être que c'est une sous-humanité ou une citoyen de seconde catégorie. Hein, la société civile, c'est uniquement les gens qui sont alignés sur l'Union européenne et Washington. Bref, tout ça est en train de bouger un petit peu dans tous les sens. On est un peu déconcerté. Tu parlais tout à l'heure des ONG.
On le sait, il y a un certain nombre, enfin il y a un bon... Alors je suis pas en train de discréditer toutes les ONG, il y a des gens très sérieux dans les ONG, mais il y a une masse importante d'ONG qui sont financées par les États-Unis pour déstabiliser les pays. Hein. Bon. Et là, en ce moment, on assiste à un phénomène assez ahurissant, c'est que Trump et Elon Musk sont en train de vouloir, en tout cas, démanteler l'USAID, hein, qui est le département d'aide internationale des États-Unis, qui finance les ONG et les révolutions de couleur. Bon. Couverture de la CIA. Ouais, couverture de la CIA, qui sont en train de s'en prendre à ce truc en disant il faut tuer ce machin, et est en train d'apparaître depuis quelques jours quelque chose qu'on savait, moi que j'ai raconté déjà, mais c'est encore mieux si ça vient des États-Unis, c'est les sommes monstrueuses qui ont été octroyées par l'USAID à l'opposition vénézuélienne, à l'opposition nicaraguayenne, à l'opposition à toutes les révolutions de couleur, et tout ça est en train, peut-être, si jamais les enquêtes continuent, va éclater au grand jour, et on va découvrir les monstrueux détournements de fonds, aussi bien vénézuéliens mais qu'américains, ont été opérés par l'opposition vénézuélienne, si on parle de ce pays. J'aimerais aussi que tu reviennes sur la position des gouvernements Lula au Brésil et Petro en Colombie, qui avaient pu soutenir par le passé Maduro, et qui, au cours des dernières élections, n'ont pas reconnu le résultat des élections. Et je pense aussi au refus de Lula d'intégrer le Venezuela au BRICS qui a eu lieu récemment. Donc comment tu peux expliquer ces positions? Alors, gauche social-démocrate bien sûr, mais qui avait pas une position. Non, bien sûr. Mais là pour le coup, d'abord c'est quelque chose de douloureux pour l'intégration latino-américaine et pour la gauche latino-américaine en général. Ça a été une surprise, une très très mauvaise surprise. Alors l'explication, il y a plusieurs explications. La première, et là pour le coup c'est la mienne, hein, mais la première c'est que Lula, il est en difficulté sur le plan intérieur. C'est-à-dire que pour gouverner, il a été obligé de passer un accord avec ce qu'on appelle le Centrao. Le Centrao, c'est une multitude de petits partis dits de centre ou de centre-droit, qui sont opportunistes, qui se vendent au plus offrant, et que donc il faut acheter pour réussir à gouverner, tout bêtement, et à empêcher le retour de Bolsonaro lors de la prochaine élection. Et que donc, pour maintenir cette alliance de fait avec le Centrao, il faut prendre des licences avec le Venezuela, qui représente la gauche radicale. Et pour Petro, alors, première chose. Deuxième chose, le Brésil se considère comme une puissance régionale, et vit assez mal que finalement Maduro se plie pas non plus. Mais Lula, c'est un peu le patriarche, et donc parce qu'il peut aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de respect pour Lula pour ses 2 premiers mandats. Mais là, il a fait une faute politique. Il fait une faute. On est quand même dans une situation incroyable. Je veux dire, Lula réclame à Maduro les procès-verbaux de son élection. Est-ce que quelqu'un a demandé les procès-verbaux à Lula lorsque Bolsonaro contestait son élection? C'est-à-dire que Maduro est dans la même situation que lui en 2022. Et il se retourne contre Maduro. Bon, il y a un problème. Et là, tout récemment, il vient au lieu, alors que le Venezuela tente de reconstituer la gauche régionale, qui a appelé Lula pour parler de la situation au Venezuela? Attention, c'est une question rouge. C'est une question rouge, vous n'allez jamais deviner, Emmanuel Macron. Et donc, le Brésil et la France ont fait un communiqué commun en souhaitant que le Venezuela revienne à la démocratie. Donc c'est triste. C'est triste. Bon, voilà. Et le veto du Brésil à l'entrée du Venezuela dans les BRICS, c'est un coup de poignard dans le dos. Moi, je le dis avec douleur. Mais c'est un coup de poignard dans le dos. La seule explication que j'ai, mais ça c'est une intuition, c'est que le Venezuela au sein des BRICS aurait plus de poids que le Brésil. Pas en poids économique, mais en poids symbolique, en poids de radicalité, et que donc Lula n'a pas très envie de perdre cette espèce de leadership qu'il a. Bon, ça c'est une explication qui est propre à moi, mais je suis pas sûr d'être loin de la vérité. Et Petro, c'est pareil. C'est à peu près pareil. Petro, il est en difficulté sur le plan intérieur. Il a pour gouverner, alors c'est pas, pour le coup, c'est pas de sa faute, il a le mérite d'être le premier président de gauche de l'histoire contemporaine de la Colombie, c'est pas rien. Mais il a été obligé de passer une alliance avec la droite. À tel point on a des élections en Colombie dans 2 ans,
et que l'obsession de Petro, mais pas que de lui, c'est d'empêcher le retour de Uribe, Alvaro Uribe, le président d'extrême droite, ou de ses amis. Bon. Et que donc on commence à parler en Colombie de Petrosantismo. Petro et Santis, Juan Manuel Santos, l'ex-président de la droite, on va dire présentable. Tout ça pour empêcher l'extrême droite. Et donc, pour maintenir cette alliance possible, il faut prendre des distances avec le Venezuela. C'est aussi bête que ça. C'est des questions de politique intérieure. C'est des politiques intérieures. Voilà. Après, il peut y avoir aussi, de temps en temps, Petro c'est pareil, je veux dire, gouverner la Colombie dans les conditions dans lesquelles il gouverne, c'est pas évident du tout. Mais il a tendance de temps en temps à gouverner à coup de Twitter, enfin c'est X maintenant, dans lequel il pourrait être un peu plus prudent. Il reproche à Maduro donc cette élection contestée, mais alors c'est peu médiatisé, mais il est lui-même sous le coup d'une attaque du Conseil électoral colombien qui l'accuse aujourd'hui d'avoir dépassé ses frais de campagne, et donc il a lui-même une campagne sur le thème d'une élection irrégulière. Donc il pourrait, par rapport à la Colombie, alors donc il n'a pas reconnu Maduro, il n'a pas reconnu Gutiérrez, comme Lula d'ailleurs, et quand il parle de Maduro au Venezuela, il dit la personne qui préside le Venezuela actuellement. Bon. C'est pas très rigolo, c'est pas très bien, c'est un peu triste. Alors après, il y a la dignité de pays comme le Mexique, qui elle a clairement dit nous pas d'ingérence. Et puis là, ce qui se passe récemment, c'est que même quand d'une certaine manière vous faites preuve, parce que pour revenir à cette histoire de Colombie-Brésil, en fait c'est un coup magistral de Biden, de Joe Biden. Quand il y a eu cette crise donc de l'élection au Venezuela, Biden a appelé Petro, il a appelé Lula et il a appelé le président du Mexique de l'époque, Andrés Manuel López Obrador Ramlo. Et il leur a dit, ne voulant pas apparaître au premier plan, écoutez, si vous pouviez gérer cette histoire de Venezuela, d'élections frauduleuses, machin et tout. Et ils sont tombés dans le piège. Ils sont tombés dans le piège d'un seul coup en disant, on va être les arbitres de la situation, et ça se retourne contre eux. Je veux dire, ils sont tombés le plein pied dans le truc et maintenant ils savent plus comment s'en tirer. Ils savent plus comment s'en tirer. Ils peuvent pas reconnaître Maduro, ils peuvent pas reconnaître González, donc tout ça est dans un limbo. Mais le fait d'être soumis aux États-Unis, ça les protège pas du tout. Alors il y a on l'a vu ces derniers jours avec la crise entre la Colombie et Trump. Je sais pas si vous avez suivi. Là, je m'adresse pas à toi, je sais que tu as suivi, mais je m'adresse à ceux qui sont là. Non, pas vraiment. Bon, qu'est-ce qui se passe? Trump, il est dans son délire anti-immigration. Et donc, il renvoie 2 avions militaires chargés de Colombiens en Colombie, dans des conditions indignes. Et donc, Petro pique une colère et il interdit aux avions d'atterrir. Bon. Et donc, Trump pique une colère et dit, puisque c'est ça, j'impose des droits de douane de 25%, puis de 50% à tous les produits colombiens qui rentrent aux États-Unis. Bon. Et Petro, il plie. Il dit, oui, mais non, mais c'est pas ça, mais c'est parce que c'était des conditions indignes, Et donc, il autorise effectivement après les Colombiens, migrants colombiens à rentrer en Colombie. Et Trump émet un communiqué volontairement humiliant en disant, le président Petro a accepté toutes les conditions des États-Unis, enfin un truc humiliant. Bon. Mais Petro avait demandé la réunion de la communauté des États latino-américains Caraïbes, la CELAC, qui a été créée à l'époque de Chavez, pour l'intégration latino-américaine. Et c'est le petit Honduras, qui actuellement préside la CELAC, puisque c'est par une présidence tournante. Et donc la présidente du Honduras, qui est une présidente de gauche, Xiomara Castro, convoque la réunion de la CELAC, et 3 jours après, elle annule la convocation en disant il y a un certain nombre de pays qui se sont opposés à cette réunion, et c'est des pays de droite, alignés sur Washington, qui veulent détruire l'intégration latino-américaine. Et donc, je veux dire, voilà, alors même que, et ce qui est en ce moment, la question qu'on se pose, c'est face à l'offensive, à l'agressivité des États-Unis, qui s'en prend à tous ses partenaires. Alors non seulement il s'en prend à ses ennemis traditionnels, qui pourraient être le Venezuela, le Nicaragua, Cuba, mais il s'en prend au Panama, il s'en prend au Pérou, il s'en prend à tout le monde, et au lieu de resserrer les rangs, pour favoriser l'intégration latino-américaine,
on sent bien que ça va céder. Le président du Panama vient déjà d'annoncer, il a rencontré Marco Rubio, donc le secrétaire d'État, et il a annoncé hier ou avant-hier qu'il allait mettre un terme à sa collaboration avec la Chine pour les routes de la soie. D'ailleurs, ça y est, c'est gagné. Hein. C'est la méthode Trump. Il menace et ça cède. Et il y en a 3 qui ne cèdent pas, c'est Cuba, Nicaragua, Venezuela. Il y a le Honduras, qui se conduit d'une manière très courageuse. Il y a le Mexique, qui est dans une position difficile. Ils sont voisins des États-Unis. Ils ont plus de 70% de leur économie qui dépend des États-Unis. Donc ils sont obligés de négocier. Mais là, la présidente, Claudia Sheinbaum, a négocié avec Trump. Donc l'augmentation des droits de douane a été suspendue pour le moment. Elle va mettre 10 000 militaires sur la frontière pour... Mais la partie va être rude. La partie va être très rude et on va voir qui va résister, qui va céder. Alors pour finir, est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses des positions de la gauche européenne et en particulier française au sujet du Venezuela? Ça, c'est un chapitre assez douloureux. La gauche et l'extrême gauche. Oui, non, mais bien sûr. J'avais compris. Ou la gauche de droite. J'avais compris. Non, c'est un épisode douloureux, à l'exception de formations, j'allais dire, qui ne sont pas directement appliquées dans la vie politique, au sens médiatisé du terme. Il y a eu un abandon total du Venezuela par la gauche. Alors pour différentes raisons. Puisqu'on parle de la gauche dans son ensemble, et que je vais faire un truc qui va paraître bizarre à certains, bon, le PS, bon, j'ai beaucoup de mal à dire qu'il est encore de gauche, mais peu importe, on va dire qu'il appartient à la gauche. Pour des raisons historiques, il est contre le chavisme depuis longtemps. Hein. Pour des raisons toutes bêtes, c'est que à l'origine de tout, il y a 27 février 1989, la première révolte néolibérale. Elle se passe à Caracas, où la population se soulève contre des mesures imposées par le FMI. Il y a un soulèvement qu'on appelle le Caracaso, qui est réprimé extrêmement violemment et qui fait, on estime, entre 3000 et 4000 morts. 27 février 89. 4 février 92, il y a eu l'anniversaire hier, un groupe de jeunes militaires progressistes décident qu'il faut en finir avec cette démocratie injuste et corrompue, et donc tentent de renverser le président en exercice de l'époque qui s'appelle Carlos Andrés Pérez, qui est membre de l'Internationale socialiste, qui est le pote de Felipe González, de François Mitterrand, etc., etc. Donc Chavez, depuis le départ, pour la social-démocratie, c'est l'ennemi. Parce qu'à l'époque, Carlos Andrés Pérez finance les campagnes électorales de Felipe González, par exemple, avec l'argent du pétrole vénézuélien. Bon. Donc voilà, donc là, ce qu'on va appeler la gauche de gouvernement, enfin l'ex-gauche de gouvernement, enfin social-démocrate à l'époque et l'ex-parti de gauche, je ne sais pas, depuis le départ c'est ça. Après, il y a, on va prendre les deux partis qui demeurent encore dans le camp de ceux qui ne tombent pas à bras raccourcis sur le Venezuela, c'est-à-dire il y a le Parti communiste et la France insoumise. Le Parti communiste actuellement est très troublé parce qu'il y a eu au Venezuela une scission au sein du Parti communiste vénézuélien et une partie du PCV, donc, s'est retournée contre Maduro. Et donc le Parti communiste français, qui n'est pas très bien informé de ce qui se passe réellement sur le terrain, il est très partagé. Donc on a pu voir il y a pas très longtemps dans l'Humanité une page entière avec deux colonnes, une colonne défendant Maduro et une colonne du PCV vénézuélien attaquant Maduro. Donc le PC est emmerdé, pour dire les choses. Bon. Et donc il reste il n'attaque pas le Venezuela, mais voilà. La France insoumise, elle en a pris plein la tronche, si je peux m'exprimer comme dans la vie, parce qu'elle a défendu le Venezuela et que c'est devenu un objet de politique intérieure. C'est-à-dire, en gros, Mélenchon, enfin, on l'a vu, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mélenchon, hein, c'est pas le problème. Je veux dire, il a défendu le Venezuela et c'est devenu Mélenchon, Venezuela, et comme il y avait une crise au Venezuela, c'est devenu, regardez, vous voyez, si vous votez pour la France insoumise, la France va devenir le Venezuela. Donc la France insoumise s'est rétractée. Et maintenant, c'est évident, évite de parler du Venezuela. Hein,
question technique, puis y compris parce qu'au sein de la France Insoumise, qui n'est pas un parti mais qui est un mouvement assez large, il y a plein de tendances, et que tout le monde n'est pas amoureux du Venezuela non plus. Et puis il y a les décampistes, ce qu'on appelait les décampistes. Les décampistes, c'est ceux qui décampent, et qui nous accusent d'être des campistes. Bon. Les décampistes, c'est en gros, c'est l'extrême gauche. Alors l'extrême gauche, enfin une partie de l'extrême gauche, parce que les trotskistes, on va dire, les anarchistes. Ouais, l'extrême gauche médiatisée. Je crois que c'est comme ça qu'il faut là, c'est l'extrême gauche médiatisée. Hein, on pourrait l'appeler gauchiste d'une certaine façon. Mais... Ouais, mais ouais, non, celle qui est médiatisée, celle dont on parle dans les médias, bon, parce qu'il y a une extrême gauche dont on parle très peu, mais qui existe, qui essaie de trouver un chemin. Hein, bon. Alors les décampistes, c'est ce que je vais appeler le post-trotskisme. Je dis post-trotskisme parce que moi j'ai un certain respect pour Trotsky, c'est un révolutionnaire. Hein. Après, bon, on peut discuter, mais moi je viens pas de la famille communiste, donc je regarde ça avec intérêt. Et, donc pour moi, Trotsky c'est un révolutionnaire. Puis après, il y a eu débat. Bon. Et là, on a affaire à un phénomène qui est assez désespérant, c'est-à-dire que dans les bons moments, ils sont là. Dans les bons moments, quand tout va bien, quand Chavez était triomphant, voilà, si je publiais la liste de ceux qui sont passés par Caracas pour se faire voir à côté de Chavez, à côté du chavisme, etc. Et on récupère symboliquement les succès. Et puis dès que ça devient compliqué, dès que y a l'agression, et puis qu'il y a des contradictions, regardez les courir, hein. Ils décampent les décampistes. C'est-à-dire que, oui, parce que, je veux dire, aujourd'hui, défendre le Venezuela, enfin, ce que je suis en train de faire là, c'est prendre un risque. Alors, pour moi, c'est pas un risque, hein, je le fais par conviction. Si un jour faut critiquer Maduro, je n'hésiterai pas à critiquer Maduro, c'est pas mon problème, hein. Mais quand vous êtes une formation politique un peu médiatisée, si vous arrivez en défendant le Venezuela, vous êtes mort. Vous êtes mort. Si vous êtes un jeune journaliste, ou même un journaliste avec de la bouteille, et que dans votre rédaction vous dites, mais attendez quand même, le traitement sur le Venezuela, ça va. Mais vous êtes mort. Si vous êtes un journaliste pigiste, qui dépend des quelques piges qu'on lui file pour gagner sa croûte et faire vivre sa famille, ou je dirais un journaliste ou une journaliste, hein, et que vous arrivez avec un papier sur le Venezuela disant, oh, mais attendez, les communes, c'est formidable et tout. Vous êtes mort. Donc, et je veux dire, ce courant post-trotskiste, même si politiquement il n'a pas une importance énorme, il a une influence culturelle assez forte. Il est très présent dans les médias, il est très présent autour des médias, il est très présent dans les universités. On parle souvent des journalistes dans les critiques. Il y a un certain nombre de chercheurs, politologues, qui ont un énorme poids. Qui influencent d'ailleurs les médias, en particulier les médias publics. Hein, vous avez un certain nombre de gens qui sont régulièrement invités sur les médias publics, qui sont considérés comme de gauche, et qui sont des anti-Venezuela, forcément, et c'est génial, parce que c'est des gens de gauche. Et là, il y a une incompréhension totale, parce que on est dans le dogme, on est dans la révolution imaginée, la révolution imaginaire, qui est belle, qui est simple, qui est magnifique, qui est pure, qui réussit tout. Et je veux dire, qui n'a jamais eu lieu pour l'instant. Non mais voilà. Non mais bien sûr. Et effectivement, je veux dire, quand vous prenez le processus vénézuélien, c'est parfois troublant, c'est parfois compliqué, parfois ils font des conneries, parfois ils font des déclarations. De temps en temps, Maduro, là il n'y a pas longtemps, il nous a sorti Dieu est à nos côtés. Hein, donc bon, faut s'accrocher de temps en temps. Hein. Bon. Et à partir du moment où c'est pas parfait, je veux dire, on laisse tomber. On laisse tomber et on se réfugie dans la révolution imaginaire qu'on fera jamais, mais qui permet d'être bien dans sa peau, d'être confortable. En fait, c'est le confort. C'est le confort. On est contre tout. Alors c'est facile, hein. Mais évidemment, moi aussi, je peux être contre tout. C'est super facile, c'est confortable. Vous représentez la pureté révolutionnaire. Et ce qui est grave, à la limite, c'est pas la critique. La critique, elle est légitime. Mais ce qui est grave, c'est qu'évidemment, la droite, elle s'empare de ça, implicitement et explicitement, en disant, mais regardez, même la gauche, elle critique Maduro. Ça fait le jeu de l'impérialisme. Et là, pour le coup, je veux dire, le citoyen lambda, ou la citoyenne lambda, je sais pas si on dit ça, citoyenne lambdate, on va dire.
Eh ben, je veux dire, si vous avez la droite et que vous avez la gauche qui critique un gouvernement comme celui de Maduro, ben, c'est qu'il est mauvais. C'est qu'il est mauvais. Et donc, eh ben, je veux dire, on les laisse tomber. On les laisse tomber alors qu'il faudrait... Alors sur Cuba, c'est un peu différent parce qu'il y a une vieille histoire. Mais sur le Venezuela, c'est... et puis c'est pas orthodoxe. C'est pas orthodoxe, le Venezuela. Ça ne réclame pas du marxisme. Hein. Même Chavez, ça ne réclamait pas du marxisme. C'était peut-être un marxiste sans le savoir. Ça ne réclamait pas... Mais Chavez, quand il arrive au pouvoir, c'est la troisième gueule. Il admire De Gaulle, il admire Bill Clinton. Non, mais sérieux. Bon, et en fait, il se radicalise parce que les premières réformes importantes qu'il fait, qui sont des réformes de bon sens, c'est nationalisation du pétrole. Mais c'est même pas une nationalisation à 100% comme dans le temps, les révolutions. Non, c'est on continue à travailler avec les multinationales, mais c'est un accord joint venture dans lequel l'État doit avoir la majorité. Bon, il fait passer une loi sur la pêche dans lequel, pour protéger la pêche artisanale, on interdit aux chalutiers étrangers de venir pêcher près des côtes vénézuéliennes. Mais les écolos, ils devraient être d'accord à 100%. Le Venezuela est un pays dans lequel les OGM sont interdits. Et ça n'empêche pas les Verts de tomber à bras raccourcis sur le Venezuela. Le Venezuela est où il y a à travers les communes en particulier, le Venezuela est un pays qui a des accords de collaboration avec le mouvement des sans-terre brésilien, le MST, qui est l'organisation sociale la plus importante d'Amérique latine. Le MST, il travaille au Venezuela avec les communes pour mettre en place une agriculture biologique, écologique. Et moi, je ne comprends pas quand je vois les Verts s'acharner contre le Venezuela. Ça n'a aucun sens. On nous dit le Venezuela, alors on reproche tout à Maduro, on lui reproche d'être devenu néolibéral. Il n'est pas devenu néolibéral. S'il était néolibéral, il aurait privatisé la compagnie pétrolière nationale. Et il aurait plus d'ennui avec les États-Unis. Hein. S'il était néolibéral, il développerait pas la démocratie participative avec les communes. Ça va complètement à l'encontre des théories néolibérales. S'il était néolibéral, il n'aurait pas créé les CLAP pour permettre à la population la plus pauvre Enfin, je veux dire, tout ça n'a aucun sens. La construction de millions de logements sociaux. Tout ça n'a strictement aucun sens, mais on est cool, on est peinard, on est confort. On est de gauche, mais une gauche imaginaire qui n'a pas été foutue d'empêcher la réforme de la retraite en France. Excusez-moi. Bon, la droite, on n'en parle même pas de toute façon. Non, mais la droite, c'est logique. Oui, bien sûr. Non, mais la droite, c'est logique. Moi, je suis pas en colère contre la droite. La droite, elle fait son boulot. Hein. Je veux dire, qu'est-ce qu'on reproche à Chavez? Il a ressorti des limbes un mot qu'on avait oublié, c'est le mot socialisme. Je veux dire, moi, j'ai jamais entendu, là, enfin, depuis un bon paquet d'années, les membres les leaders, les machins, les députés, tout du Parti socialisme, nous parler de socialisme. Hein. Et non, et le Venezuela, je veux dire, il y a eu, alors c'est marrant parce qu'il faisait pas du tout référence, à la vie politique française. Hein, là, ce que je veux dire, c'est pas du tout une attaque contre une formation politique française, mais lorsque j'étais là-bas, il y a eu un congrès antifasciste au Venezuela, et l'un des interlocuteurs, alors je sais plus qui c'était, disait, nous on n'est pas anti, on est socialiste. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas anticapitaliste, on n'est pas anti-machin, on est socialiste. Et on veut le socialisme. Qui sera un socialisme à inventer, on le sait bien. Il n'y aura pas de miracle. Socialisme du XXIe siècle. Du XXIe siècle. Merci beaucoup, Maurice. Bah, de rien. Donc je rappelle, tu as écrit récemment Venezuela, chronique d'une déstabilisation, ainsi que Juanito Lavermine. Roi du Venezuela. Alors, Roi du Venezuela. Juanito Lavermine, je précise, c'est Juan Guaido. Hein, j'ai pris comme modèle Juan Guaido et je raconte au plus proche de l'histoire, même si c'est sous une forme romancée, ce qui s'est passé pendant toute la période de Juan Guaido. C'est assez drôle, donc on vous le conseille. Et on conseille aussi tous tes articles très riches sur le site Mémoire des luttes que tu publies très régulièrement. Merci beaucoup. À bientôt. Et puis à bientôt. Merci. Hasta luego, on dira en espagnol.